L'École de formation pour agents de sécurité, Service professionnel de formation en sécurité et enquête, vous présente cette émission. Pionnier provincial de la formation pour devenir agent de sécurité, cette école forme des professionnels compétents et polyvalents à la grandeur du Québec depuis 1997. SPFSE a développé un concept de formation unique pour les personnes désirant faire une belle carrière. Bonjour, cette semaine à votre émission Mesures préventives, je vous présente un milieu bien spécial, un milieu qui gagne à être connu. On croise souvent ces individus sans même savoir ce qu'ils font. On parle du domaine des agents de sécurité. Cette semaine, je vous présente M. Mario Langlois, qui est un spécialiste dans le domaine de la formation pour le SPFSE. Bienvenue à votre émission. Bonjour, M. Langlois, ça va bien? Oui, ça va très bien, M. Jobin. Je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. Merci d'être venu à notre émission. M. Langlois, vous êtes président-directeur général au SPFSE. C'est quoi ça, au juste, le SPFSE? Bien, SPFSE, c'est une petite école qui a été fondée par des agents de sécurité en 1997. Et leur but en fondant l'école, c'est que les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'ils faisaient dans le monde de la sécurité, voulaient connaître leur théorie pour mieux appliquer les règles et mieux protéger les citoyens. Nous, chez SPFSE, on a développé un programme, un concept aujourd'hui qui peut permettre à une personne d'œuvrer dans le monde de la sécurité tout en étant très compétent. Nous avons formé plus de 3000 agents de sécurité dans la province de Québec et ces agents-là, notre grande préoccupation avec eux et notre mission d'entreprise, c'est vraiment de former des gens qui sont compétents. On veut que l'agent de sécurité soit en mesure de se développer et d'obtenir des belles promotions, donc pas rester uniquement agent de sécurité. Comme chez nous, on dit souvent que nos agents deviennent des super agents de sécurité. Et puis, ça fait que l'employeur peut rapidement dénoter chez nos finissants des compétences. Donc, ces compétences-là permettent à nos finissants de se démarquer et puis d'avoir un travail qui est intéressant pour eux. OK. Je comprends ça, mais là, je viens de comprendre de ce que vous me dites qu'il y a plusieurs possibilités de travail. Moi, quand je vois un agent de sécurité, souvent, on voit souvent quelqu'un qui est assis là, dans un centre d'achat à faire une surveillance, mais plusieurs possibilités de travail au niveau d'un... C'est quoi qu'il faut savoir faire ce métier-là, finalement? Bien, il y a une chose qu'il faut savoir. Aujourd'hui, il y a eu un grand changement là, qui s'est opéré le 22 juillet 2010, c'est que la formation est maintenant obligatoire. Donc, une personne qui veut œuvrer dans le monde de la sécurité ne peut pas s'improviser agent de sécurité. Donc, la personne doit nécessairement suivre une formation qui est obligatoire. Et la formation que nous dispensons, c'est une formation qui est complète. On a vraiment axé l'effort sur augmenter les heures de formation pour donner une plus grande compétence à nos finissants et toujours dans le sens et dans le but de préparer nos personnes à être des personnes qui sont spécialistes au niveau de la prévention, au niveau de la protection, au niveau de la surveillance. Quand on dit surveillance, c'est aussi l'observation. Bien, être capable de bien observer les différentes situations qui se présentent à l'agent. Puis tout ça, bien, par rapport à quoi? Bien, par rapport aux biens, les biens comme les bâtiments, par rapport aux informations, comme on sait l'informatique, ces choses-là, et aussi par rapport aux personnes. On parle d'escorte de personnes. Souvent, quand on a des personnes qui viennent de d'autres pays, ils ont besoin d'une escorte quand ils arrivent ici, donc on dispense ça. Il y a une chose qui est certaine aussi, pourquoi on maintient notre position à 360 heures de formation, c'est que là, la formation est complète et on veut que les agents soient capables de maîtriser leur théorie. Et la façon que c'est enseigné, c'est qu'on enseigne avec des images. Le formateur qui a 25-30 ans d'expérience va donner une théorie à l'étudiant et en même temps, il est capable de lui donner une image de son vécu en disant, bien, regardez les amis, ça c'est la théorie, cette théorie-là, il l'explique, puis il dit aux étudiants, bien, si là, vous passez à gauche, il y a un problème. Alors l'étudiant, lui, se pose des questions, mais c'est quoi le problème? Alors là, le professeur explique le problème, puis l'étudiant il est en mesure de dire, bien, s'il y a un problème à gauche, qu'est-ce que je fais? Bien, l'étudiant va passer à droite. Donc, quand il arrive en situation de travail sur le terrain, on sait que notre agent de sécurité, il ne s'en ira pas à gauche, il va aller à droite.
Et tout ça, ça permet à l'étudiant de démontrer rapidement sa compétence auprès de ses employeurs, puis d'obtenir des belles promotions comme chef d'équipe, superviseur, directeur ou officier. OK. Ça veut dire, ça, si je comprends bien, là, que la formation, c'est une formation qui va chercher à tous les niveaux. Je pense présentement, moi, quand je vous écoute, là, je pense à Destination, on voit beaucoup d'émissions là, sur des vies en prison, des choses comme ça. Les gardiens de prison, c'est des agents de sécurité aussi. Oui. Les agents de prison, en fin de compte, il faut prendre le bon terme, parce qu'au niveau correctionnel, au niveau carcéral, on les appelle des intervenants en milieu correctionnel. C'est très important de prendre la bonne terminologie, parce que ces personnes-là, c'est une formation qui est beaucoup plus pointue, et les gens peuvent œuvrer à 2 niveaux, au niveau provincial ou au niveau fédéral. Si ces personnes-là œuvrent au niveau provincial, donc c'est pour des personnes qui ont été sentencées pour 2 ans moins 1 jour. Et si on s'en va au fédéral, c'est 2 ans plus 1 jour. Aussi, si on regarde dans différentes régions, il y a les prisons provinciales et fédérales. Habituellement, dans les prisons provinciales, c'est des gens qui sont prévenus. C'est des personnes qui ne sont pas sentencées encore. Une fois qu'ils ont eu leur sentence après jugement, donc ils deviennent des sentencés, et ces personnes-là, on les appelle maintenant des détenus. Okay. Donc, il y a toute une terminologie. Chez nous, on a un lexique qui contient 257 expressions pour des termes qui sont utilisés dans le milieu carcéral. Donc, c'est un milieu très particulier. Naturellement, chaque prison, c'est comme une petite ville avec tous les services inclus, là. Parce que les gens qui sont détenus, qui sont en prison, on doit les occuper. Donc, le travail de l'intervenant en milieu correctionnel, c'est de travailler à ce que ces gens-là aient quand même une vie à l'intérieur. Okay. Ça veut dire que Colin, il faut qu'il soit capable de faire beaucoup de choses, dans le fond. C'est tant de l'intervention au niveau interrelationnel avec les prisonniers? Ou bien, il y a une chose qui est sûre. L'intervenant en milieu correctionnel doit nécessairement encadrer la personne qui est en prison, OK, à l'intérieur des murs. Puis aussi, il doit penser à sa réinsertion sociale. La réinsertion sociale ou la réhabilitation ou la réduction de récidive par la suite. Si on fait sortir quelqu'un puis il récidive immédiatement après, c'est que là, le monde correctionnel n'aura pas fait son travail. Donc, à quelque part, là-dedans, il faut absolument que la personne qui œuvre dans le monde correctionnel doit nécessairement être capable de se mettre en relation d'aide. S'il ne peut pas se mettre en relation d'aide avec des personnes, il n'y a pas vraiment de chance d'aller beaucoup loin là-dedans parce que on vit avec des humains qui ont commis des choses, là. Il y a des délits qui ont été commis. Ces personnes-là, des fois, ils ont peut-être fait seulement qu'un petit délit ou d'autres que c'est très grave, mais il reste que l'objectif quand même qui doit être poursuivi, c'est la réinsertion sociale. Ces gens-là peuvent redevenir de bonnes personnes dans la société. Ces personnes-là peuvent être productifs à nouveau dans la société. Il s'agit de mettre l'effort qu'il faut et ça se passe à l'intérieur des murs. Puis moi, je dirais qu'au niveau carcéral, les personnes qui peuvent œuvrer dans le carcéral ont certainement des talents qui sont plus qu'agents de sécurité. Là. C'est une coche en haut. OK. Mais ça veut-tu dire que c'est la même formation qu'un agent de sécurité ferait s'il travaillerait genre dans le milieu hospitalier? Comment ça fonctionne au juste? Non, dans le milieu hospitalier, c'est agent de sécurité conventionnel. OK? Parce que là, quand on est dans le milieu hospitalier, c'est que, dépendamment de l'endroit où on va travailler, où on va œuvrer, dépendamment de l'établissement, dépendamment aussi de la complication qu'il y a auprès des personnes qui sont bénéficiaires, des patients, c'est possible que l'agent ait à faire certaines spécialisations, comme là, je pense à Oméga. Ça, c'est une spécialisation typique, là. Nous, nos agents, ils sortent tous avec le RCR secouriste, défibrillateur, ainsi qu'avec l'épipène qui couvre les allergies, là. Donc, quand on est rendu dans le milieu hospitalier, c'est un petit peu spécial. Puis, ce qui est important, ce qui est vraiment fondamental pour ceux qui œuvrent dans ce milieu-là, c'est de bien connaître les 9 codes qui existent. OK. Pouvez-vous me parler de ces 9 codes-là? Oui. Les codes, M. Jobin, c'est que là, si on voit quelqu'un qui... il y a un code blanc qui se produit quelque part, c'est que là, il y a quelqu'un qui est violent, qui a peut-être pris des médicaments, il n'a peut-être pas pris sa médication, ou tout simplement, psychologiquement, il est en train de faire ça pourrait être quelqu'un qui se réveillerait d'une opération, genre... C'est ça, la personne est confuse, mettons. Donc, la personne, elle devient violente. À ce moment-là, soit qu'on passe la camisole de force ou les fameuses menottes. Ça va arriver à l'occasion. J'ai en tête un cas où le monsieur, c'était un boxeur, donc il a fallu que les gens lui passent les menottes. C'était rendu trop grave. Donc ça, c'est un code blanc. Un code bleu, c'est que si la personne fait, disons, un AVC
Code bleu, bon, on s'imagine tout de suite le visage de la personne vient bleu. C'est facile à remarquer, hein? On dit, ben oui, son visage vient bleu, il y a un code bleu. Et bien là, il faut absolument qu'on le réanime cardiaquement avec le défibrillateur. Bon, là, on est dans un hôpital. OK, ça veut dire que là, non seulement l'agent de sécurité doit être capable de maîtriser la personne, mais en plus de ça, il doit, si c'est lui qui arrive sur les faits, c'est sûr qu'on est dans un hôpital, on est d'accord, mais c'est une personne qui serait capable d'utiliser le défibrillateur. Oui, bien, à l'intérieur de nos cartes de compétences, les 8 cartes de compétences qu'on donne à l'école, effectivement, il y a le RCR secouriste. Et on montre le défibrillateur qui est aussi reconnu par la CSST, parce que si on fait strictement les pulsations, les 30 pulsations puis les deux ventilations, on a 0,73 des chances de sauver la personne. C'est même pas 1 Alors que si on prend le défibrillateur et qu'on donne une décharge électrique, on a 28 des chances de sauver votre vie. Okay. Donc ça, c'est très important. On a vu dans certaines arénas, je ne sais pas si vous avez pris à un moment donné aux nouvelles, dans certaines arénas que des hockeyeurs décédaient suite à un AVC parce qu'il n'y avait pas de défibrillateur. Et nous, on est un petit peu, je dirais qu'au Québec, au Canada, on est un petit peu en retard là-dessus, car les Américains en ont à peu près dans tous les commerces. Okay. Puis les gens font le RCR secouriste à l'école. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver les vies si la personne, je ne sais pas, dans un restaurant, quelqu'un qui s'étouffe avec une boulette de steak haché, il faut être capable de lui faire sortir, ou s'il a fait une embolie, ou s'il a fait un arrêt respiratoire, une crise d'épilepsie, il faut être en mesure de se porter au secours de cette personne-là. Donc là, on a parlé d'un code blanc, d'un code bleu. Par la suite, on parle de quoi? C'est quoi les autres codes, au juste? Ça m'intéresse beaucoup. Les 9 codes? Ouais. Ah, ben là, on peut parler d'un code vert. Okay. Moi, aux étudiants, pour être sûr que l'image rentre bien, je leur dis un code vert. C'est le gazon, évacuation. OK. Puis je vous dis, dans l'espace de même pas 1 heure, tous mes étudiants dans un groupe ont sorti avec une note parfaite. Ils ont tous écrit les codes un après l'autre. Un code brun. C'est drôle de dire, mais c'est un dégât. OK. C'est un dégât. Oui, mais c'est bien, par exemple, c'est imagé, ça aide à se rappeler. C'est ça. Ça fait que là, souvent, comme je vous disais tantôt, on enseigne par image. Donc, on va chercher des images qui font que la personne, sur le coup, ça devient comme une anecdote. Puis la personne, elle vient comme... elle est un peu surprise d'entendre ça, puis ça frappe son imaginaire, puis ça reste gravé dans sa mémoire. Puis ça, bien, c'est une force que les étudiants disent quand ils sortent de chez nous. Ils disent « Colin, j'étais pas bon à l'école, puis soudainement, je suis bon. J'ai jamais eu plus que 60, puis j'ai des 85, 90. » Oui, mais c'est le concept d'enseignement, la façon d'enseigner est tout à fait différente pour que l'étudiant soit en mesure d'aller chercher, de faire ses efforts, puis c'est là que ça reste gravé dans sa tête. Moi, je dis en farce tout le temps qu'on commence par le mettre dans notre mémoire à court terme, mais on se dépêche à aller graver ça sur le disque dur qui est la mémoire à long terme. Puis ça, bien, ça fait des personnes que quand ils sortent de l'école, ils n'ont pas tout oublié ce qu'ils ont appris. Ils sont capables d'arriver puis de faire les choses correctement, immédiatement. Puis c'est ça que les employeurs cherchent. C'est ça, dans le fond, qu'une bonne compagnie de formation devrait être capable de faire. Oui, pas seulement qu'aller chercher une scolarité, donner une scolarité à quelqu'un, c'est de s'assurer que la personne garde, elle a des acquis dans ses poches, elle a des cartes dans ses poches, qu'elle est capable de jouer, puis qu'elle est capable d'utiliser, comme un mécanicien va utiliser ses outils, bien, il faut que la personne soit capable d'utiliser ses outils quand il se présente un événement fortuit. Comme j'ai un étudiant qui est sorti de l'école à un moment donné, puis dans sa semaine, il a fait 3 RCR secouristes. C'était comme exceptionnel. Dans les 3, il a sauvé la vie d'une madame, que ça aurait été un arrêt cardiaque final. C'était en convulsion, puis la madame, il n'y avait plus grand-chose. Puis aussi, j'ai eu un étudiant à un moment donné que lui, à l'hôpital où il travaillait, il a fait les 9 codes dans le 1 mois. Puis ils ont tous réussi. C'était un Mexicain. Bon, c'était même pas quelqu'un qui était originaire du Mexique. Puis cette personne-là était capable de faire un travail exceptionnel. Puis c'était du jamais vu, là. Mais il y avait ses codes parfaitement. Là, on parle d'évacuation, on parle de Tout. réanimation, Oui. on parle... Les codes verts, l'évacuation, les codes qui sont toujours les plus difficiles à vivre, là, c'est blanc et les codes bleus. Parce que là, ça, là, tu es directement sur la personne. Là, le personnage est là. C'est pas comme un code vert, on dit, bien là, si c'est un incendie, ou si c'est une fuite de quelque chose, là, il faut sortir dehors, sur le gazon, là, comme je disais tantôt.
Puis les cas de brume, ça peut être un dégât à l'interne. Là. Ça, c'est des affaires qui ne sont pas trop compliquées. On peut Mais par contre, l'agent informé pour aider ou pour pouvoir être un agent de premier plan ou un répondant de premier plan à tous les niveaux de ces formations-là. Oui, parce que dans un bâtiment, il y a la mécanique du bâtiment. Donc, il faut que l'étudiant soit en mesure, avec les codes qu'il a appris, savoir qu'il peut arrêter l'eau, arrêter l'entrée d'électricité, que l'étudiant peut aller dans la salle de mécanique puis faire l'intervention nécessaire pour empêcher l'aggravation. Dans ces cas-là, c'est souvent l'aggravation qu'il faut empêcher. Avec le périmètre de sécurité, de s'organiser pour que la personne soit mise en sécurité immédiatement. OK. Wow! Moi, je suis assez frappé de comprendre tout ça, là, parce que moi, l'image que j'ai souvent, je pense à l'agent de sécurité là, qui travaille genre dans une boutique, là, les boutiques à $1 ou n'importe quoi, là. Ces agents de surveillance. Ils ont cette formation-là, à peu près la même chose ou la même chose que quelqu'un qui travaillera en hôpital. C'est ce que vous me dites? Oui. Bien, ce qui arrive, c'est que ceux qui sont au niveau du vol à l'étalage, je leur donne, on a une spécialisation pour ça, OK? Parce que là, on travaille en relation avec, c'est l'arrestation sans mandat, OK? Par rapport à un acte illégal qui aurait été commis, comme voler quelque chose. Piquer, c'est voler, comme on dit, mais même dans les magasins à $1, il y a des vols qui se font. Arrestation sans mandat. Pouvez-vous m'expliquer ça un petit peu plus? L'arrestation sans mandat, c'est l'article 494 de la loi. C'est fondamental pour un agent de sécurité. Tôt ou tard, dans sa carrière, ça va probablement lui arriver à un moment donné qu'il va avoir à intervenir sur une situation où il va avoir eu un vol. Le principe de base là-dedans, il faut nécessairement qu'on voit l'objet sur la personne. On ne peut pas arriver et arrêter quelqu'un en présumant tout simplement que peut-être il a volé, peut-être il y a quelque chose qu'il a pris dans la tablette puis il l'a camouflé dans son vêtement. Donc, il faut être certain que l'objet est là. Et aussi, bien, l'autre chose qui vient presque hors de tout doute, c'est quand on fait une arrestation légale de quelqu'un qui est en train ou qui fuyait des personnes autorisées à l'arrêter, comme des policiers, des agents de la paix ou des agents de sécurité qui couraient après quelqu'un qui venait de commettre un crime. Là. Ça peut être un vol ou un crime sur la personne. OK. Ça prend-tu des cartes spéciales? Ça prend-tu des formations spéciales en plus de toutes ces formations-là que j'entends depuis tout à l'heure? Bien, pour le vol à l'étalage, nous, on le fait dans l'optique que ça va conduire la personne vers une spécialisation qui s'appelle investigation et enquête. Ça, c'est un petit peu plus complexe. Quand la personne veut devenir un petit peu plus pointue, plus spécialiste, on y va avec ça.